Ah ouais. L'avion là. Ah, ça va? Oui, ça va. Ah, c'est toi qui qui garde l'avion là, Oui, oui. qui t'occupe de Voilà. ça. On peut rentrer? Oui, oui, vous pouvez rentrer. Ok. Non, non, vous pouvez venir. Ah, je vais voir Hein? mon ancien avion là. C'est vous qui conduisez avant là? Oui, oui. Ah. Ça là, Oui. c'est comme accélérateur. Ça c'est comme accélérateur. Voilà. Ça, Oui. c'est pour contrôler hélice là. Le truc qui tourne à droite, à gauche là. Voilà, ça c'est pour droit, ça Oui, c'est pour ça c'est gauche. pour gauche. Ça, Oui. c'est pour faire venir essence dans le moteur là. Oui, oui. Ça, si tu fais comme ça, Oui. l'essence vient ici. Ah, l'essence là vient. Voilà, si tu fais ça, l'essence vient là. Quand tu tires, Oui. ça monte. Quand tu fais comme ça, Oui. ça descend. Ousmane Traoré ne s'était plus mis aux commandes d'un avion depuis bien longtemps. Ce petit bimoteur, qui accueille les visiteurs à l'entrée de l'Agence nationale de l'aviation civile, appartenait à un riche entrepreneur qu'Ousmane emmenait alors de Ouaga à Conakry, de Dakar à Lomé. Un emploi pourtant anecdotique dans une carrière hors du commun. Car Ousmane Traoré fut l'un des pionniers de l'aviation civile burkinabé. Entre réussite fulgurante et profonde injustice, son parcours épouse les turbulences de son pays. Voici l'histoire du premier pilote de ligne du Burkina Faso. Ousmane Traoré naît dans une famille modeste en 1952, dans la colonie française encore appelée Haute-Volta. Dès l'enfance, il est fasciné par les appareils de l'armée française qu'il observe à l'aéroport de Bobo-Dioulasso, les mythiques Douglas DC-3 et Super Constellation. Dans une société où seuls les Blancs sont alors considérés aptes à voler, une étrange idée lui vient qui ne le lâchera plus. J'avais un petit vélo. Le jour où on n'avait pas de classe, bon, je prenais mon petit vélo, je pédalais jusqu'à l'aéroport de Bobo et je me mettais, l'aéroport de Bobo était entouré de grillages. Je me mettais sur les grillages là, puis je regardais les petits avions décoller, atterrir, l'aéroclub de Bobo. Et ça a commencé à me venir. Le directeur français de l'aéroclub finit par le remarquer et lui propose de venir chaque dimanche nettoyer les avions. Ousmane s'attelle à cette tâche avec beaucoup de rigueur jusqu'au jour où... C'est un jour où on a fini de laver les avions et il dit, bon écoute, que comme il n'a pas d'élèves sous la main aujourd'hui, il va faire un tour pour chauffer l'avion, alors il va m'autoriser à venir avec lui. Il a fermé la porte de l'avion et tout, il a mis ça en marche. Et on a roulé, bon je voyais avec son micro, il parlait, c'était à la tour, parce que je ne connaissais rien à l'époque. Je vois, il parle, et puis il s'en va, il parle, on a s'arrêter. Il a mis la puissance, et l'avion a commencé à rouler. À un moment donné, je n'ai pas su quand est-ce qu'on a quitté le sol. J'ai vu que l'avion flottait, et on montait. Moi, je regardais le sol qui partait tout doucement, et ça veut dire qu'on montait. Et il dit, comment je me sens? J'ai dit, très bien. Il dit, ah, moi, je n'ai pas eu peur. J'ai dit, non, que ça c'est bien. Mais, aimeriez-vous être pilote, conduire aussi? J'ai dit, vraiment, si c'est possible.
Et il dit, bon, on verra ça. Que tu as vu, non? Que c'est intéressant, non? Que il dit, oui, c'est très intéressant. J'ai dit, vraiment, si je peux moi aussi conduire, le conduire, mais ça serait bien pour moi. C'est le début d'un parcours remarquable. Excellent élève, il écrit à 14 ans au ministre des Transports. « Monsieur, je voudrais être aviateur, comment faire ?» Le ministre de l'époque, Pierre Claver d'Amida, se souvient encore. Il disait que je suis un élève, mais je souhaiterais devenir aviateur. Voilà. Quand j'ai lu ça, je dit c'est pas possible, je crois rêver. Ce garçon dans la brousse de Guibougou qui rêve de devenir aviateur en 1968, Voilà, 69. Voilà, 68 ou 69. Voilà. Je dis c'est pas possible. C'est un garçon qu'il faut suivre. Je lui ai dit, pour qu'on puisse t'aider, il faut que tu puisses avoir le bac C ou le bac E. C'est-à-dire le bac mathématique et le bac E, c'était le bac technique. Ouais, non. C'est ce que je lui ai dit. C'est tout ce que je pouvais faire pour lui à l'époque. Et j'ai envoyé la lettre. Ousmane a une vision. Il a voulu que sa vie soit au service de sa vision de pilote et d'aviateur. Oui, non. Par conséquent, ça ne l'a jamais quitté. Être pilote, être aviateur, c'était son étoile polaire. C'était ça ou rien. Il se jette alors dans les études et obtient brillamment son bac C. Aidé par le directeur de l'aéroclub à Bobo, il passe son brevet de pilote privé, puis obtient une bourse pour tenter de devenir professionnel. Il s'envole pour le Nigeria, la France, la Belgique, l'Allemagne. Chaque fois, les sélections sont drastiques. Chaque fois, il réussit. Major de promotion avec 17 sur 20, il devient finalement pilote de métier. Commandant à 27 ans, il accumule 1600 heures de vol sur un Twin Otter en parcourant les pistes de son pays. Il affronte 5 incidents majeurs, dont plusieurs pannes de moteur. Mais il veut aller plus loin, plus haut, plus vite, et finance par un emprunt son brevet de pilote de ligne à Houston, au Texas. Il devient ainsi le premier pilote de ligne de son pays. Air Volta accepte de le mettre à disposition d'Air Afrique pour accumuler de l'expérience, une expérience qu'il pourra mettre à profit lorsque la compagnie nationale burkinabé acquerra ses premiers avions long courriers. Le ciel semble lui appartenir pour un horizon radieux, mais alors qu'il vole sur Boeing 727 de Paris à Abidjan, une missive en octobre de 1983 va tout faire basculer. C'est un petit bout de papier. Ça c'est le dossier Air Afrique maintenant. Voilà. Donc le message que j'ai reçu le 4 octobre 1983 à 12h46. Ouais. Air Afrique Communication. Et en bas, vous pouvez lire stand-by. On m'a mis en stand-by. SD, c'est là. La révolution venait tout juste de commencer. Hein? Et c'est à cette période qu'on dégageait les gens au hasard. J'ai vu qu'un part au bureau de CDR là, dire bon, on a un travailleur, un collègue qui vient en retard ou bien que si c'est là seulement. Quel est son nom? Il est où? Groupe. La liste, on te dégage. Que ce sont des jaloux de la compagnie, des trucs qui sont allés expliquer au CDR et autres là, qu'il a claqué la porte avec partir à Air Afrique. Qu'il dit ah non, c'est comme ça là, on le fait revenir. Et qui va chier ici? Excusez-moi du mot. Ousmane Traoré préfère quitter le pays. Il y revient lorsque Compaoré prend le pouvoir. On lui propose alors d'étranges missions secrètes au service du clan. Colis et passagers suspects, Ousmane refuse la corruption et la villa qu'on lui propose à Ouaga 2000. Donc je les ai abandonnés, je les ai quittés et puis je suis allé me cacher un peu en Côte d'Ivoire. Quelques années s'écoulent. Il revient encore à Ouaga et n'a d'autre choix que de se faire oublier. Depuis, l'ancien pilote au parcours remarquable, le modèle de réussite, doit se cacher et vivre dans la pauvreté et le souvenir d'un passé glorieux. Le drapeau de Air France. Tous les avions qui arrivent de l'Europe, du Nord,
de l'Europe et autres, là, ils passent ici pour aller faire leur... Donc je suis leur procédure. Et puis je explique à ma fille. Je dis, bon, il va comme ça, il va descendre après à 1500 pieds, faire sa procédure, intercepter l'ILS, repasser sur Oscar Golf, venir se poser. Mon problème est à la justice maintenant. Ou la réhabilitation. Pour la réhabilitation. Avec qui? C'était avec Air Afrique, non? Non, avec l'État burkinabé. Avec l'Air Puisqu'il y a un décret pris en Conseil des ministres qui m'a réhabilité et mis à la disposition du ministère des Transports pour emploi. Ils n'ont pas appliqué le décret. Ils n'ont pas appliqué. En 2014, sitôt après la chute de Compaoré, Ousmane Traoré se précipite à nouveau vers la justice. L'État, pourtant condamné à lui verser ses salaires depuis 1995, n'a toujours pas aujourd'hui réglé sa dette. Je crois que c'est le mal le plus atroce pour un pilote. D'être bloqué au sol et voir les avions décoller. Ça fait très mal au cœur. Et je n'aime pas tellement même discuter dans ce sens-là. Parce que souvent même tu pleures. Tu verses des larmes. Mais si tu es un croyant, tu as foi en Dieu, tu remets tout dans ses mains. C'est ce que j'ai fait. Il s'accroche à l'espoir d'obtenir réparation, mais surtout d'être pleinement réhabilité et d'offrir son expérience aux enfants qui rêvent, comme lui, d'un destin d'aviateur. Thank you.